Hello et bienvenue sur Éclaire ton bise, le podcast qui t'aide à gagner en clarté et à mettre ton bise en avant. Je suis Vanessa, maman de jumelles et mentor business, et j'accompagne les entrepreneurs en manque de temps à jongler entre leur vie pro et perso sans bouffer leur vie de famille. Ici, on parle stratégie, communication, mindset, organisation, avec humour et bottage de fesses quand c'est nécessaire. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello et bienvenue sur Éclaire ton bise. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine avec un épisode qui m'a été très demandé puisque la stratégie, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui en général vous pose énormément de soucis. Ça vous prend du temps, ça vous prend la tête, vous n'avez aucune idée de pourquoi vous n'avez pas les bons résultats et vous aimeriez bien comprendre pourquoi et comment faire mieux. Et donc pour ça, j'ai invité cette semaine Cindy du compte d'Ailenia sur Instagram qui est community manager freelance et qui se concentre du coup sur la création, la stratégie, les réseaux sociaux pour ses clients. À savoir que Cindy gère 20 clients chaque mois, donc j'ai plein de questions à lui poser. J'espère que l'épisode va vous plaire et du coup Cindy, je te laisse te présenter. Hello Cindy. Bonjour Vanessa, merci de m'accueillir sur ton podcast. Donc moi je suis Cindy Stancast, je suis effectivement community manager depuis plus de 8 ans, / aussi social media manager et coach en marketing digital. Donc j'accompagne les entreprises à se développer sur les réseaux sociaux, je prends vraiment en main leur communication de A à Z sur Facebook, Insta, LinkedIn et aussi aujourd'hui TikTok. J'ai accompagné autant d'entreprises en B2C qu'en B2B dans des secteurs ultra variés. Et c'est ce que j'aime le plus aujourd'hui, créer du contenu vraiment qui puisse les aider à se démarquer. Et je suis sûre que toute l'audience a déjà plein de questions pour toi. Mais du coup, c'est moi qui pose les questions. Donc c'est moi qui choisis de quoi on parle aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais déjà qu'on commence par faire un petit point sur, à tes yeux, ce que c'est que la stratégie des réseaux sociaux. Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour avoir une présence et pour développer son activité? Alors oui, et c'est marrant parce que je suis intervenue il y a quelques jours dans une école pour des étudiants en deuxième année de communication qui n'étaient absolument pas au courant du fait qu'il fallait une stratégie pour aller se développer sur les réseaux sociaux et pour communiquer. Et j'ai aussi fait un post LinkedIn sur ça. Donc je vais donner un exemple pour illustrer l'importance du fait d'avoir une stratégie avant de se lancer. C'est une prospecte est venue me voir il y a pas très longtemps en me disant voilà, donc moi mon entreprise, j'évolue dans le domaine un petit peu particulier qui est le deuil et la mort. Donc bon effectivement c'est quand même assez complexe. J'avais une community manager avant mais ça m'a pas plu, donc je lui demande pourquoi. Et elle me répond que sa community manager n'a absolument pas cherché à créer une stratégie en amont ou à connaître vraiment le secteur d'activité dans lequel elle allait évoluer, et que pour développer les réseaux sociaux de ma cliente, elle lui a fait un concours de bikini. Donc sur le compte Insta qui parlait de deuil, de décès, de sujets quand même très lourds et très émotionnels, elle a fait un concours de bikini. Pardon. Donc, ouais, non, mais ça paraît complètement incongru et on se dit, mais on marche sur la tête. Et donc, oui, elle avait pas pris le temps de créer une stratégie, de bien définir les piliers de contenu. Bon, après, là, on se dit, franchement, ça paraît Un évident. extrême. Voilà. Là, je donne un extrême. Mais voilà, comme quoi c'est important quand même de bien définir la stratégie qu'on va appliquer en amont pour ensuite bien dérouler sur les réseaux sociaux et éviter d'avoir des erreurs monumentales comme celle-ci. Ah oui, non, mais là, c'est clairement un gros faux pas, on va dire. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est toi qui choisis les plateformes sur lesquelles tes clients vendent ou est-ce qu'ils ont leur plateforme? Est-ce que tu les conseilles sur ce point-là aussi? Alors oui, je les conseille. Souvent, on vient me voir en me disant, voilà, moi, je communique déjà sur telle et telle plateforme. Du coup, j'aimerais que vous preniez la main sur ces plateformes-là. Moi, mon rôle, c'est vraiment d'avoir un rôle de conseil aussi. Je suis pas là je suis pas là pour prendre à tout prix les contrats si j'estime que ça correspond pas à ce dont le client a vraiment besoin. Donc, je vais lui dire, je sais pas, admettons, il va me dire, je suis sur LinkedIn, TikTok, je suis sur Facebook, Insta aussi, je suis un petit peu partout. Moi, mon rôle, ça va être de lui dire, mais moi, je vous conseille plutôt, en fonction de votre secteur d'activité et de vos personas, de communiquer et de vous concentrer avant tout sur cette plateforme-là. Par exemple, LinkedIn. Facebook, vous pouvez le laisser de côté. Si vraiment vous y tenez, vous faites vous-même.
mais moi je vais pas aller communiquer dessus alors que j'estime que c'est pas forcément utile. Donc ça c'est pour la partie des clients qui viennent me voir et qui communiquent déjà. Et sinon de temps en temps j'ai aussi des clients qui partent complètement de zéro, et là oui c'est moi qui leur indique les plateformes les plus indiquées pour pouvoir communiquer selon leur secteur. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu as des conseils pour la création des calendriers de contenu, que ce soit en fonction des plateformes ou pour une plateforme spécifique? Est-ce qu'il y a des différences par rapport à chaque plateforme quand tu crées tes calendriers de contenu? Alors oui, moi j'adapte complètement les sujets et les types de contenus en fonction des plateformes sur lesquelles je vais communiquer. Et il y a surtout une très grosse différence aujourd'hui avec LinkedIn et TikTok. Moi aujourd'hui pour mes clients, j'ai l'habitude souvent, parce que ils veulent quand même conserver une présence sur Facebook, de dupliquer mes contenus Insta sur Facebook. J'enlève juste les hashtags et de temps en temps je modifie un petit peu le tone of voice parce que il faut bien l'adapter. Mais il n'y a pas de différence majeure selon moi entre Insta et Facebook. Par contre, on va pas aller communiquer du tout de la même manière sur Insta que sur LinkedIn, ou de la même manière sur LinkedIn que sur TikTok. Aujourd'hui, sur LinkedIn, on est sur des contenus qui sont quand même très longs, qui sont basés principalement sur du textuel, alors que sur Insta, c'est très visuel, et on se contente plus aujourd'hui sur Insta de mettre une photo avec un filtre à l'ancienne. On est aujourd'hui sur des choses donc très visuelles, très travaillées, où on va devoir faire des infographies ou des carousels qui sont quand même aujourd'hui de plus en plus complets. Alors que ça, sur LinkedIn, ça va plus forcément marcher. Ça a été le cas encore jusqu'à l'année dernière, où on voyait quand même énormément de carousels. Aujourd'hui, on en fait encore un petit peu, mais le contenu textuel prime davantage, et surtout du contenu qui est très copyrighté, donc avec les règles de copywriting, des phrases en escalier. Enfin voilà, c'est très textuel, très travaillé, et ça demande aussi forcément beaucoup plus de temps qu'entre guillemets un post Insta qu'on va faire, qui va être plus fun, plus j'ai envie de dire un petit peu plus spontané que ce qu'on va pouvoir faire sur LinkedIn, puisque derrière il y a tout plein de règles d'écriture qu'il faut appliquer sur LinkedIn. Bah, je suis totalement d'accord. J'ai essayé de me lancer un petit peu sur LinkedIn, et c'est vrai que la différence entre LinkedIn et Instagram est assez pertinente. Et autant ce qui fonctionne sur LinkedIn peut fonctionner sur Instagram, l'inverse est beaucoup plus difficile. J'ai beaucoup plus de mal à recycler mes contenus d'Instagram vers LinkedIn que quand je fais un post LinkedIn, de me dire ok bah tiens je peux le réutiliser comme ça sur Instagram. C'est vraiment très très différent comme plateforme. Oui, c'est vrai. Moi aussi, c'est la même chose. J'essaye de temps en temps de recycler, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Après, on a aussi souvent tendance à se dire, et moi je l'ai vu là avec les élèves pour lesquels je suis intervenue, énormément cette image de LinkedIn, c'est trop pro, on peut pas s'amuser dessus, c'est très sérieux. C'est complètement faux en fait aujourd'hui. J'ai refait mon profil LinkedIn il y a pas très longtemps, où la bannière c'est Batman. Ma headline, c'est aussi situé sur quelque chose de très pop culture. Et toutes les personnes qui visitent mon profil, justement, aiment beaucoup ça, parce que ça se démarque et ça sort de ce cadre très strict, très pro. Dans ma communication, c'est pareil, j'adopte le tutoiement, j'ose beaucoup plus, et j'ai un ton de voix qui est très, peut-être pas provocateur, mais en tout cas rentre dedans quand même. Et ça plaît en fait. Et il y a de plus en plus de ça sur LinkedIn, de personnes qui osent sortir du cadre et qui ne sont plus dans des publications trop strictes. Et d'ailleurs, c'est les publications qui fonctionnent le mieux sur LinkedIn, hein, quand on regarde un peu celles qui vraiment qui percent, ou les personnes qui se sont fait un nom sur LinkedIn sur ces derniers mois, toujours du contenu très clivant, quoi. Oui. Oui, en fait, ça sort du lot, et puis justement, on va sur une plateforme où on se dit on va trouver des trucs sérieux, alors que en fait pas du tout. Bon, après, il faut pas tomber non plus dans l'extrême, comme la community manager pour ma cliente, mais où on va partager des choses qui auront plus leur place, comme on dit sur Facebook. Mais il y a vraiment moyen aujourd'hui de s'amuser sur LinkedIn, et moi, c'est en train de devenir mon réseau social préféré. Avant Insta même. Alors que tu as déjà une belle présence sur Instagram, oui, ça commence à dire quelque chose. Alors du coup, si j'essaie de faire un peu une transition, j'aimerais savoir du coup comment tu choisis
quel type de contenu tu vas faire pour générer de l'engagement ou des conversions. Et du coup, si tu devais faire un post sur LinkedIn ou un post sur Instagram, tu ferais quoi comme différence? En fait, je partage mes posts selon leurs objectifs. Donc, pour moi, je vais avoir des posts. Déjà, j'ai mes 3 piliers de contenu qui sont les réseaux sociaux. Donc, la partie vraiment où je vais donner des conseils réseaux sociaux. J'ai le pilier de contenu entrepreneuriat, vie de freelance. Et j'ai le pilier de contenu qui est plus axé réseaux sociaux / pop culture. Donc là où je vais donner des conseils sur les réseaux sociaux, mais en ajoutant une très grosse dose de pop culture. Par exemple, comme j'ai fait il y a pas très longtemps, si Sheldon Cooper était sur Instagram ou sur LinkedIn, comment est-ce qu'il communiquerait? En termes de séparation des contenus, que ce soit sur Insta ou sur LinkedIn, bah justement, par exemple, pour ces personnages pop culture où je fais si tel personnage pop culture était sur telle plateforme, bah déjà je vais me dire est-ce que le personnage que j'ai ciblé, il aura plus de succès sur Insta ou sur LinkedIn. Par exemple, il y a des personnages que j'ai fait, les personnages vice-versa, donc du dessin animé vice-versa, je les ai pas publiés sur LinkedIn parce que je sais que la cible va pas répondre derrière. Alors que j'avais publié un carrousel sur Harvey Specter de la série Suits et ça avait très bien marché sur LinkedIn. Et celui-ci, je ne l'avais pas publié sur Insta parce que je me suis dit que à l'inverse, ça allait pas répondre non plus sur Insta. Après, en termes de contenu qui sort donc de la pop culture, j'ose beaucoup plus de contenu personal branding sur Insta où je vais mettre des photos de moi, par exemple, que sur LinkedIn. Sur LinkedIn, je vais peut-être les faire, mais en tout cas, je vais pas mettre de photos parce que après ça, c'est mon point de vue perso, mais je trouve ça un peu trop matu que d'entrer dans cette facilité de selfie, etc. Surtout que bah je suis une femme, j'ai 28 ans. C'est quand même assez facile de se dire allez pour faire plus de likes, je vais mettre une photo de moi et ça va plaire. J'ai pas envie moi d'entrer dans cette facilité. Je poste de temps en temps des photos, mais ça va pas être à chaque contenu textuel. Moi, je vois de plus en plus aussi sur LinkedIn de personnes qui accompagnent chacun de leurs contenus avec un selfie. Et d'un côté, ils ont raison parce que ça marche et c'est ce qui marche aujourd'hui, c'est ce qui fait le buzz. Mais enfin perso, c'est pas dans mes valeurs, donc je refuse d'aller là-dedans. Je comprends totalement. Et du coup, est-ce que tu as des conseils de contenu qui génèrent plus d'engagement ou de conversion pour l'audience? Parce que du coup, je sais que c'est en général ce qui pose le plus problème avec mon audience, c'est qu'elles trouvent qu'elles ont pas assez d'engagement et derrière qu'il n'y a pas assez de conversion. Souvent, quand les gens me disent ça et quand je vais voir du coup derrière leur publication, je remarque que quand on me dit j'ai pas assez d'engagement, ben le truc c'est que par exemple dans les posts, il y a pas de questions à la fin. Aujourd'hui, les internets, si on leur indique pas clairement ce qu'ils doivent faire, ben ils vont pas le faire. Ils vont lire le post et puis après ils vont passer à autre chose. Si on leur dit pas de commenter pour, je sais pas, répondre au post, dire ce qu'ils en ont pensé ou poser une question qui soit simple à répondre, ils vont pas commenter en fait. Ils vont pas laisser d'interaction. Donc il faut vraiment penser à ça pour avoir plus d'interaction. C'est pareil, j'ai une cliente qui était persuadée que en postant un reel par jour elle allait avoir une tonne d'interactions et que ça allait faire développer son compte de manière exponentielle, alors qu'elle avait un très bon taux d'engagement avec ce que je faisais moi. Je postais des visuels simples et je postais aussi des carousels et puis un reel de temps en temps. Elle a voulu passer toute seule à un reel par jour, donc elle a monté ses reels et moi je lui ai posté comme elle voulait en fait. Elle a fait une chute vertigineuse de son taux d'engagement parce que je pense qu'elle a dû saouler ses lecteurs à force et puis c'est pas parce qu'elle faisait des reels qu'au final elle apparaissait dans l'Explorer. Donc ça a été dommage de faire autant d'efforts, de construire des carousels qui étaient bien qui étaient soit engageants soit instructifs pour au final venir tout balayer derrière avec une vague de reels qui ont vraiment fait chuter ouais l'engagement et les interactions qu'elle avait. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que c'est tentant de céder à l'appel
de la quantité de vues qu'on peut avoir sur les réels quand certains percent, c'est pas tous, hein. Et c'est aussi assez impressionnant de voir que malgré souvent des reels qui percent, les auteurs n'ont pas pour autant plus d'audience engagée, puisque l'audience c'est souvent de l'audience froide, parce que le reel c'était sur un sujet plus large que ce qui était publié d'habitude, et donc l'audience qui arrivait n'est pas du tout intéressée sur le reste du contenu, c'est juste celui-là qui intéresse, quoi. C'est ça. On parle beaucoup de contenu. Alors moi, j'aime pas suivre trop le cadre parce que bah, j'aime bien en sortir. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Mais on parle beaucoup de. Je sais pas si tu en as entendu parler, mais je pense de contenu tofu, mofu, bofu. Oui. Moi, je sais qu'aujourd'hui, ma problématique, et je le sais, j'en suis consciente, donc c'est déjà bien, c'est que j'ai pas assez de contenu tofu, donc en top pour cibler des gens qui sont pas forcément au courant, par exemple, de ce que c'est un community manager. Je suis très dans les contenus middle et bottom, et ça, il faut aussi l'inclure dans une stratégie, avoir un petit peu des trois pour bah justement, comme tu dis, les reels, c'est bien, je pense on peut quand même beaucoup le situer dans un contenu tofu, mais au final, si on ne fait que du contenu tofu, bah c'est pas bien non plus, puisque après, bah, ça peut pas permettre de construire une communauté qui soit engagée et qui va convertir derrière. Je vais juste préciser du coup pour l'audience au cas où vous sauriez pas ce que c'est. Le contenu tofu, mofu, bofu, c'est une technique de stratégie de conversion en forme de tunnel pour pour la conversion sur les réseaux sociaux notamment, avec du contenu top of the funnel, middle of the funnel et bottom of the funnel, qui permet du coup top of the funnel d'acquérir beaucoup plus une audience très large, middle of the funnel de se concentrer vraiment sur les problématiques et de dire ok, il existe une solution, et bottom of the funnel de faire passer à l'action en fait, de faire comprendre que la solution existe et que c'est possible d'atteindre le résultat qu'on cherche à atteindre, quoi. Donc du coup, bien penser à avoir tous les contenus du tunnel et pas uniquement que l'acquisition ou que le middle ou bottom, ce qui est, je pense, aussi mon erreur. Moi aussi, je fais beaucoup de middle et de bottom, et du coup, j'acquiers peu d'abonnés en termes de masse. Par contre, bah, je convertis peut-être un peu plus que des comptes qui font que du top of the funnel, quoi. Ouais, bah je suis exactement dans la même problématique. Tu vois, on dit souvent, un community manager, il doit avoir beaucoup d'abonnés. Bon, bah, moi, je m'en fous de gagner des abonnés. Ça fait bien belle lurette que je regarde plus, le nombre d'abonnés en termes de statistiques, parce que je sais que, derrière, j'ai beau ne pas grimper de manière vertigineuse en termes d'abonnés, j'ai quand même des prospects qui viennent, chaque semaine vers moi. Donc, au final, je préfère avoir des prospects que 1000 abonnés supplémentaires par semaine. Mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir de contenu en tofu, ben ça me permet pas non plus d'augmenter en termes d'abonnés. Donc oui, ce sera à revoir forcément au fur et à mesure. Après, il faut voir aussi en fonction des objectifs de chacun. Si tu cherches pas à obtenir, comme ma cliente, 10 000 abonnés, c'est pas forcément non plus utile de se concentrer absolument sur le contenu tofu. On est d'accord. Voilà, du coup, passons à la suite de mes questions, parce qu'on tergiverse. Je disais tout à l'heure en introduction que tu gères 20 clients par mois. Ça veut dire que potentiellement tous les mois, tu crées 20 fois un mois de contenu. Tu fais comment? On m'a souvent surnommée machine à contenu et je trouve ça marrant. Et on m'a souvent dit aussi tu devrais monétiser et vendre ta méthode. Le truc c'est que ben je saurais pas l'expliquer en fait. J'ai une méthode d'organisation, mais après les idées, bah je pense que c'est propre aussi à chacun. Moi, je sais que je prends toujours un mois d'avance sur mes contenus pour assurer de la sérénité et de la tranquillité à mes clients, mais aussi à moi. Mais c'est pas parce que j'ai un mois d'avance que j'arrête de créer du contenu pendant un mois. En fait, ce que je fais, c'est que, admettons, je signe un client. Je vais signer un nouveau client, bah, je vais essayer de créer direct un mois de contenu. Et puis après, chaque semaine, je viens créer une nouvelle semaine de contenu. Donc, ce qui fait que j'ai toujours de l'avance comme ça, et mon avance, elle a bien été prise. Donc, ça permet du coup de ne pas stresser derrière dans la création de nouveaux contenus et de se dire, ah bah là, on est à la fin du mois, mince, je dois absolument créer un mois de nouveaux contenus pour mon client. Non, puisque bah moi, je le fais chaque semaine en fait. Donc effectivement, c'est quand même assez chronophage et j'ai peu de temps
pour gérer mes propres contenus à moi, puisque 90% de mon temps, ça reste quand même la création de contenu pour mes clients. Mais c'est ouais, j'ai en fait pour chacun de mes clients, je crée du contenu quand même chaque semaine. Et quand tu dis tu crées du contenu, du coup, tu crées quel type de contenu pour tes clients? Principalement du contenu visuel sur Canva et forcément les textes qui accompagnent. J'ai peu de clients pour lesquels je crée des reels et j'ai quelques clients pour lesquels je fais des stories. J'ai peu de clients pour lesquels je vais faire des stories et je vais les publier. C'est-à-dire que pour certains, je vais les faire et je vais les renvoyer et ils font de leur côté. Il y a peu de clients pour lesquels je publie moi-même parce que j'estime que publier des stories sans stickers, par exemple les stickers sondages, questions, etc., c'est pas forcément utile parce que ajouter un sticker, ça booste quand même la visibilité et l'engagement de la story qu'on va poster. Et sauf que le truc, c'est que on peut pas poster une story enfin, on peut pas la planifier Et si mettre des on veut stickers ajouter dessus. si on veut ajouter un sticker. Donc, poster des stories à la main, ça reste quand même très chronophage puisque on doit être forcément derrière le téléphone ou derrière l'écran. Et moi, je peux pas le faire, je pourrais pas le faire pour 20 clients. Ce serait pas possible. Et du coup, tu prends combien de temps par semaine pour chacun de tes clients pour créer une semaine de contenu avec un mois d'avance toujours? Ah, en 8 ans d'expérience, il y a aussi ça, parce que j'accueille souvent des nouveaux stagiaires et puis je le vois parce que aujourd'hui je suis accompagnée de Messane qui est mon alternante depuis 1 an et demi maintenant. On a renouvelé. Je mets pas du tout moi le même temps en termes de création de contenu qu'un stagiaire ou que mon alternante. C'est aussi l'expérience et les années qui font que je suis beaucoup plus rapide aujourd'hui en termes de création de contenu. Je dirais que pour un client, si je suis vraiment bien à l'aise dans le domaine, je vais mettre 1 heure à créer par exemple 3 posts. Ouais, c'est rentable, c'est bien. Pas mal. Effectivement, c'est cool. Après, il y a des sujets qui sont quand même beaucoup plus complexes. J'ai eu des sujets, par exemple, un promoteur immobilier sur la banque, où là, j'accompagne un logiciel de rééducation musicale pour les enfants atteints de troubles 10. Pour moi, ça, c'est beaucoup plus compliqué que, par exemple, un client dans la boulangerie ou un coach en business ou en développement personnel. Il y a des sujets pour lesquels j'ai vraiment eu l'habitude et j'ai déjà plus de 20 expériences différentes dans le domaine. Donc forcément, ça aide aussi. Du coup, c'est sûr que tu dois avoir un panel de clients assez varié. Au final, tu te concentres pas sur un type de cible spécifique. Non, je pense que je m'ennuierais et j'aime bien justement avoir plein de secteurs différents. Aujourd'hui, j'ai des solopreneurs, mais j'ai de l'immobilier, j'ai de la banque, j'ai de la compta, j'ai de la beauté. Ouais, c'est hyper varié et justement, c'est ce que j'aime aussi. Ouais, je comprends. Et du coup, est-ce que tu as réussi à quantifier en moyenne ce que ça peut apporter à un de tes clients de travailler avec toi entre le mois avant qu'il travaille avec toi et le mois après? En général, alors en termes de comment dire. J'ai pas de recul sur 1 mois parce que 1 mois c'est quand même assez court. Ouais. Mais je sais que sur 3 mois, en moyenne, j'ai remarqué qu'on faisait une hausse de plus 40% d'engagement. Ah oui, c'est énorme. Et, Pour le euh, coup. et ouais, j'ai des clientes qui m'ont dit en 1 mois, j'ai trouvé 4 nouvelles clientes supplémentaires grâce à toi. Après, tout dépend aussi du secteur. Il y a des secteurs qui sont quand même beaucoup plus faciles que d'autres. Et puis de la plateforme aussi, puisque pour certains, je suis que sur Insta et pour certains, je suis que sur LinkedIn. Mais oui, j'avais une cliente qui m'avait dit, il y a 1 mois de community management sur Insta, j'ai trouvé 4 nouvelles clientes. Et une autre qui m'avait dit, 1 mois de community management sur LinkedIn et j'ai signé 2 nouvelles clientes. Donc, moi, j'aime bien avoir ce genre de retour parce que, c'est cool. Bah, oui, c'est hyper concret, c'est bien. Est-ce que tu utilises des outils ou des méthodes en particulier pour tester justement l'impact de tes publications au fur et à mesure? En outil, j'utilise Agorapulse, ce qui me permet de vraiment tout centraliser.
C'est un outil qui me permet de programmer mes publications, de donner accès au calendrier de publication pour mes clients, pour qu'ils puissent y avoir accès et me faire leur retour directement dessus, plutôt que de passer par mail ou par WhatsApp. Je peux gérer dessus les commentaires et les messages privés, je peux gérer la veille et également forcément le rapport de statistiques où je peux voir les données démographiques, chaque portée de chaque publication, le taux d'engagement. Et il y a aussi, alors ils l'ont pas encore sorti pour tous les réseaux sociaux, il me semble que c'est uniquement pour Facebook, donc c'est un petit peu dommage. Mais il y a une notion de ROI aussi. Par exemple, un clic ou un like égale, je sais pas, 10 centimes. Et donc, ça te permet à la fin d'avoir, de pouvoir estimer le ROI de ce que tu fais sur les réseaux sociaux pour ton client. Donc, moi, c'est un outil que j'utilise depuis des années maintenant et j'ai pas trouvé mieux. Pourtant, bah, forcément, je fais de la veille aussi sur les outils et je cherche constamment, ce qui est normal pour pouvoir comparer aussi au fur et à mesure. Pour le moment, j'ai pas trouvé mieux et je m'en passerai pas. Ça marche. Donc, on note bien Hugger Apple. Je le mettrai en description de l'épisode pour celles qui veulent aller regarder. Est-ce que tu as des techniques en particulier pour augmenter l'engagement et fidéliser plus la communauté? Parce que du coup, tu disais que tu faisais aussi du community management, enfin, du social media management. Oui, bah déjà pour moi c'est important pour quand je prends en main des réseaux sociaux de dire à mon client vous pouvez gérer les messages privés si vous voulez. Par contre, je j'aimerais et je tiens quand même à gérer les commentaires. Parce que beaucoup de gens ne savent pas répondre aux commentaires et vont se contenter, par exemple, d'un merci ou alors ils vont avoir un internaute qui va laisser un emoji en commentaire, je sais pas, un cœur ou quelque chose comme ça. Ils vont pas forcément y répondre. Je mets un point d'honneur à vraiment essayer de répondre à chacun des commentaires et à générer des interactions supplémentaires. Donc, par exemple, en rebondissant, en posant une question ou vraiment en m'intéressant davantage à ce que la personne dit pour générer plus d'interactions encore et ouais, essayer de vraiment générer une conversation pour avoir plus d'interactions, pour avoir plus de visibilité. Tu aurais un exemple à nous donner pour ça? Par exemple, typiquement, qu'est-ce que tu réponds quand quelqu'un laisse juste un cœur? Ben, par exemple, ça peut être qu'est-ce que tu as pensé de la publication ou alors si par exemple, je prends l'exemple de mes publications à moi ou admettons je vais avoir fait une publication si je sais pas si Mario était sur Instagram admettons et une personne me laisse un petit cœur, ben je vais lui dire quel personnage dans Mario tu préfères ou est-ce que tu te reconnais à travers cette publication. Voilà, ça va être des choses comme ça pour essayer de générer davantage de conversations. Ok, super. J'espère que ça donnera des idées du coup à l'audience. Est-ce qu'il y a des KPI? Donc les KPI, c'est les chiffres qu'on suit pour établir si une stratégie fonctionne ou pas, que tu suis en particulier, que tu estimes important de suivre et que souvent tes clients ne suivent pas. Bah, souvent, mes clients se concentrent sur les likes, enfin pas sur les likes, sur le nombre d'abonnés. Alors que moi, ce que je dis, c'est que c'est plutôt important de se concentrer sur le taux d'engagement. Je reprends cet exemple de la cliente qui avait voulu poster un reel par jour. Si elle a voulu faire ça, c'est parce qu'elle voulait absolument avoir 10 000 abonnés, comme sa concurrente qui avait 10 000 abonnés. Et un matin, je reçois un mail en me disant Cindy, je veux avoir 10 000 abonnés à la fin du mois. Alors bon, déjà, je lui réponds, je suis désolée, c'est pas possible. Moi, je suis pas magicienne, surtout en organique, donc sans faire de publicité derrière. Et puis je vais voir le compte de sa concurrente et effectivement, elle a 10 000 abonnés contre ma cliente qui en avait à ce moment-là, je crois, 1 500. Je vais voir un petit peu les publications de la concurrente et je vois que sur ces publications, elle a 10, 15 likes. Ma cliente, avec ses 1 500 abonnés, elle avait entre 100 et 150 likes par publication et plein de commentaires. Alors que sa concurrente, elle avait 10, 15 likes et pas de commentaires. Et je vais voir c'est facile sur Insta, on peut aller voir les abonnés de quelqu'un. Donc je clique sur le nombre d'abonnés et puis je vais voir et il y avait plein de comptes fake, des comptes robots et tout ça. Donc ça je l'ai expliqué à ma cliente et après elle a compris que effectivement le nombre d'abonnés ne faisait pas tout et que le taux d'engagement donc était quand même beaucoup plus important.
Du coup, tu veux bien nous donner la formule pour calculer le taux d'engagement pour ceux qui ne sauraient pas comment le calculer? Attends, je l'ai plus en tête. Je voulais pas te poser de piège, désolée. Non, 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 le truc c'est que maintenant, c'est ça hein, le problème de l'automatisation, c'est que Agora Pulse maintenant il le fait automatiquement. Et il y a deux méthodes. Il y a une méthode par le nombre d'abonnés et il y a une méthode par le nombre d'interactions. Moi, je le fais par le nombre d'interactions. Moi Donc, aussi. il me semble que c'est le nombre d'interactions divisé par la portée Ouais. et puis après fois 100. Ouais, c'est comme ça que je calcule aussi. Mais c'est vrai que moi aussi, je l'ai automatisé. Je rentre mes données sur Notion et après, il me calcule automatiquement le taux d'engagement. Donc c'est vrai que ça, c'est, après, voilà, du coup, c'est le taux d'engagement par publication, pas forcément le taux d'engagement du compte. Mais si on devait comptabiliser le taux d'engagement du compte, vu à quel point Instagram ne nous pousse pas sur plus de 30% de notre audience quand on publie, ce serait difficile d'avoir un bon taux d'engagement, quoi. Je préfère calculer à la publication, c'est plus représentatif, je trouve. Et effectivement, je voulais juste rebondir sur le fait que des fois se comparer, c'est compliqué et ça sert à rien. C'est que ça m'arrive aussi hein, de me dire oh là là, mais j'ai moins d'abonnés que mes concurrents, mais elle a eu 400 likes. Et puis en fait, je regarde et je compare entre mon nombre d'abonnés, et mon nombre de likes, qui est en moyenne aussi entre 150, 100 et 150, et leur nombre de likes, qui est des fois effectivement de 450, mais elles ont 80 000 abonnés. C'est ça. Donc rien à voir. Le taux d'engagement est beaucoup plus faible quand on a 450 likes sur 80 000 abonnés que quand on en a 100, 150 sur 3500. Donc voilà, faut aussi calculer ça, c'est sûr. Et j'ai l'impression que sur Insta, plus on monte en termes de nombre d'abonnés, plus c'est difficile aussi d'avoir un bon taux d'engagement sur les publications. Après, je sais pas ce qui se passe en back, c'est-à-dire dans les stories. Je pense qu'à ce moment-là, quand on a un grand nombre d'abonnés, la majorité des conversions ne se passe pas justement sur les publications, mais plutôt sur les stories. Totalement d'accord. Si je vends, c'est majoritairement grâce aux stories. Parce qu'en fait, souvent, mes publications vont attirer du monde, mais la conversion, elle se fait par le fait que je communique, j'ai un engagement auprès de mon audience en story tous les jours. Souvent, mes clientes me disent oui, mais je vais quand même pas refaire une story. Bah si, en fait, si tu veux qu'on sache ce que tu vends, il va falloir que t'en parles tout le temps parce que tu touches une si petite audience. Enfin, quand on regarde sur les stories, bon, les stories, ouais, toujours j'ai 3500 abonnés et si je touche entre 2 et 300 personnes, je suis déjà contente. Ça fait que 10% de mon audience, c'est vraiment pas énorme. Ouais, c'est ça. En général, dans les stories, c'est ce qu'on dit, c'est à 10% 10% de l'audience. Ouais, et 10% et plus quand il y a vraiment une story qui est poussée et qu'on parle d'un sujet totalement autre de notre activité. Là, quand je parle de Ouais. cuisine ou de mes enfants, bizarrement, j'ai des pics à 500 vues. Et alors, quand je parle de manucure et que je monte des faux ongles, là, on monte à 600. Alors là, c'était la meilleure story de ma vie. Ouais, bah, moi, c'est pareil. Quand je montre mes chiens ou des trucs où, franchement, on n'en a rien à faire et c'est juste ma vie, ça intéresse. Par contre, quand je vais parler de booster son taux d'engagement en faisant appel à mes services, ça va beaucoup moins fonctionner. Et j'ai remarqué aussi que les stories que je poste le week-end, ça marche mieux que celles que je poste la semaine. Alors qu'on aurait plus justement tendance à se dire le week-end, les gens sont quand même occupés à faire autre chose que d'être derrière Insta pour regarder ce que moi je fais. Mais non. Bah oui, mais en fait, comme du coup, il y a beaucoup moins de monde qui publie des stories le week-end, les rares stories qui sont publiées, forcément, elles sont boostées et tous ceux qui regardent. Et au final, si tu regardes un peu les statistiques de ton audience et quand est-ce qu'elles sont présentes, au final, le samedi et le dimanche, elles sont pas beaucoup moins présentes que le reste de la semaine. Donc, c'est pas illogique d'avoir quand même des bonnes vues sur le week-end, quoi. Moi, en général, c'est vrai que je fais ça, je booste les stories plus perso le week-end parce que je vais avoir beaucoup d'engagement, beaucoup de vues. Et comme ça retombe pas trop pour le lundi. Après, le lundi, je peux attaquer vraiment sur quelque chose d'un peu plus autour de la conversion, quoi. Ouais, bah après, c'est vrai que les stories, c'est pour moi, je trouve une stratégie vraiment à part entière de savoir quand est-ce qu'on va poster en story, qu'est-ce qu'on va poster en story, les stickers qu'on va utiliser, à quelle heure, bien répartir les stories dans la journée, etc. Et ça, pour le coup, moi, j'ai lâché l'affaire depuis, je dirais bien un an. Avant, je postais des stories tous les jours où je parlais en face cam. Et où je me montrais et tout et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'était pas vraiment moi
et que ça correspondait pas à qui j'étais et j'étais pas à l'aise en fait de faire ça. Après peut-être que ça reviendra, mais pour le moment les stories, je suis plus vraiment trop active dessus et je sais que ça fait aussi partie de la problématique du fait que je gagne pas non plus forcément énormément en nombre d'abonnés puisque je me montre pas beaucoup. Alors oui, c'est possible aussi, c'est vrai. Et encore que, parce que du coup, en story, c'est pas là qu'on gagne des abonnés. Donc, tu peux éventuellement garder ceux qui s'abonnent grâce aux stories, mais tu vas pas forcément en acquérir beaucoup comme ça, quoi. C'est pas, enfin, en tout cas, c'est plus une méthode de conversion que d'acquisition pour moi. Ouais, ça dépend des comptes. Je sais que quand il y a beaucoup de partage d'une story, par exemple, ça permet aussi de se montrer visible à des personnes qui sont pas forcément dans ton champ d'abonnés déjà existants. Donc, mais Alors, oui, mais pour partager une story, il faut du coup être tagué dessus, non? non, je veux dire quelqu'un qui voit ta story et puis qui la partage à quelqu'un d'autre. Ah oui, qui la partage en MP, tu veux dire? Oui, là, dans ce cas, oui, ça c'est sûr, ça c'est le must, c'est clair. Ok, donc on a déjà parlé du coup un peu des chiffres, de comment tu les analyses. Comment est-ce que tu sais ce que tu dois ajuster dans ta stratégie en fonction des résultats et des données que tu analyses? Beaucoup en termes de contenu que je vais créer. Par exemple, ça va être en termes de visuel. Par exemple, je vais pouvoir analyser le type de visuel qui convient ou pas. Je vais voir si sur un compte les carousels fonctionnent davantage que un seul visuel. Si les visuels, j'arrive jamais à trouver le mot, mais travailler, donc créer sur Canva fonctionne mieux qu'une simple photo. Je vais pouvoir voir aussi si des contenus soit informatifs, soit éducatifs, soit émotionnels répondent mieux que du contenu promotionnel, par exemple. Donc, je vais vraiment séparer ces types de contenus et voir ce qui fonctionne le mieux. Ouais. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à apporter à l'audience du coup pour améliorer sa stratégie sur les réseaux sociaux? De vraiment se poser les bonnes questions et de savoir si tel ou tel réseau social sont vraiment adaptés. Si admettons on part de zéro, ouais, ça va être ça, c'est aller voir les concurrents, voir ce qu'ils font, voir ce qu'ils postent, où est-ce qu'ils postent, bien réfléchir à sa cible aussi, et puis ne pas penser forcément à ce que nous on veut, mais aussi à ce que la cible attend en fait, parce que si par exemple, nous, on adore communiquer sur Insta et on aime bien la plateforme Insta, mais que la cible n'y est absolument pas et qu'elle va davantage répondre sur LinkedIn, bah, il va falloir un petit peu sortir du cadre et puis oser aller sur LinkedIn et ne pas se contenter d'Insta puisque c'est pas là où ça va forcément répondre. Ah, ça c'est compliqué quand LinkedIn c'est pas le réseau social favori. J'ai souvent le problème avec mes clientes où ah non LinkedIn ça m'intéresse pas. Alors que c'est vrai que ça pourrait être un bon levier pour elles, quoi. Ouais, on sous-estime beaucoup la puissance de LinkedIn. Moi, aujourd'hui, mes principaux leads et les plus importants viennent de LinkedIn depuis des années déjà. Ouais, je pense que c'est vraiment une plateforme qui est intéressante et sur laquelle il faut se renseigner. Cindy, est-ce que tu aurais une ressource, un truc à proposer à notre audience pour leur proposer peut-être de l'aide sur leur stratégie sur les réseaux sociaux ou quelque chose que tu connais qui fonctionne bien? Alors là, j'avoue que Ça peut être un de tes freebies, hein. tu me prends le cours. Le problème de mon freebie, c'est que il est très fun. Bah, comme d'habitude dans ce que je fais, hein, il est très fun, très pop culture, mais je pense pas que il va vraiment aider sur la création d'une stratégie. Non, par contre, je dirais, c'est pas un freebie, mais forcément mon compte Insta ou mon compte LinkedIn, où je donne quand même beaucoup de conseils dessus. Et puis de toute manière, je suis toujours ouverte à la conversation et aux échanges en MP, donc ne pas hésiter à venir me voir et puis me demander des conseils et points de vue. Moi, ça m'intéresse toujours aussi, donc j'aime bien échanger. Faut pas hésiter.
Et je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment d'aller regarder le compte de Cindy et la manière qu'elle a de faire des publications et ses carousels qui sont hyper fun. Vraiment, moi, je suis tombée amoureuse vraiment de sa communication. Je me suis dit, je veux à tout prix l'avoir sur le podcast parce que j'adore sa façon de présenter les choses. Allez regarder, vraiment, c'est drôle, c'est bourré de très, très bons conseils. Et voilà. Cindy, si jamais quelqu'un dans l'audience avait envie de travailler avec toi, est-ce que tu as encore de la place? Oui, j'ai encore de la place. Après, tout dépend forcément du domaine aussi. J'ai la chance, entre guillemets, de pouvoir choisir mes clients, mais oui, j'ai la place. Et puis, je suis toujours intéressée par de nouveaux projets. Donc, pareil, il faut pas hésiter à me contacter. Et je sais aussi aujourd'hui rediriger vers des ressources qui sont aussi intéressantes que moi. Donc voilà. Ça marche. Merci beaucoup pour ton temps, Cindy, et pour toutes les petites pépites que tu as diffusées au long de l'épisode. J'espère que ça vous a plu à vous aussi. N'hésitez pas à nous laisser un petit message, à nous taguer sur Instagram quand vous écouterez l'épisode. Ça nous fera toujours très plaisir et à venir éventuellement un peu discuter, nous dire ce que vous avez préféré. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et puis Cindy, à très bientôt. Merci Vanessa, à bientôt. Bye bye.